à tous, nous vous retrouvons aujourd'hui pour notre 4e émission sur la web radio du lycée Georges Imbert. Avec nous, Simon et Olivia. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons nous pencher sur l'actualité locale. Nous allons parler de la convention annuelle Japan Addict qui s'est déroulée ce week-end à Strasbourg. La Japan Addict est une convention qui met à l'honneur la culture du Japon à travers un événement local. Elle a lieu à Strasbourg et présente la culture nippone et les mangas. Plusieurs stands d'animation attendent les visiteurs, un espace jeux vidéo, des expos liés à la culture japonaise, des cosplays. Le coup d'envoi de cette nouvelle édition a été donné samedi matin à 10h. Près de 2000 fans de manga, de cosplay et de jeux vidéo sont attendus jusqu'à dimanche à l'espace Marcel Marceau, dans le quartier du Neudorf à Strasbourg. Cette année, l'association Kakemono a décidé de mettre en avant les Pokémon qui fêtent leurs 20 ans de franchise. Les tarifs étaient de 5 € la journée et de 9 € pour le pass week-end, avec un supplément de 5 € pour un ticket pour le concert du samedi soir. C'était le point culture avec Simon et Olivia. Bonjour Cassandra et Mylène, quel sera votre sujet cette semaine ? Bonjour, notre sujet de la semaine parle de la réforme de l'orthographe, la disparition partielle de l'accent circonflexe sur le i et le u, simplification de la graphie de 2400 mots. Une réforme de l'orthographe décidée en 1990 fera son apparition dans les manuels scolaires à l'occasion de la rentrée 2016. En effet, les puristes de la langue française vont devoir tourner 7 fois leur stylo rouge avant de frapper. Plus de 2400 mots sont concernés. Parmi les principaux points, cette simplification des règles ne rend plus obligatoire l'accent circonflexe sur le u et le i. En revanche, l'accent est conservé pour les mots où il indique une nuance. Le participe passé de devoir restera dû, de même l'adjectif du fruit, la mûre, restera inchangé pour ne pas le confondre avec un mûr. Par exemple, oignon et nénuphar perdent quelques lettres. On pourra désormais écrire pique-nique, supprimer le trait d'union des mots composés de contre, entre, extra, oublier les extraterrestres ou un porte-monnaie. L'idée naît à la fin des années 80. La langue française perd du terrain à l'étranger. Plusieurs linguistes réclament une réforme et en 1989, le Premier ministre Michel Rocard met sur pied le Conseil supérieur de la langue française. Un an plus tard, le CSLF, liquidé en 2006, rend ses conclusions qui reçoivent un avis favorable de l'Académie française et de ses homologues québécois et belges. Le journal officiel publie les modifications dans sa partie administrative, qui n'a aucune valeur contraignante. Ce que rappellera l'Académie française face à la levée de boucliers suscitée par la réforme qui sera enterrée. Depuis 1990, les deux orthographes, la traditionnelle et la rectifiée, sont tolérées dans les copies d'examen. Mais la réforme n'est mentionnée dans les textes officiels de l'éducation nationale qu'en 2008. Les professeurs ne sont toujours pas tenus de l'enseigner à leurs élèves puisqu'il s'agit d'une orthographe tolérée et non obligatoire. Toutefois, les irréductibles de l'accent circonflexe n'ont pas capitulé. Lorsqu'il a été révélé ce jeudi matin que les nouveaux manuels porteurs de l'orthographe rectifiée circuleraient dès septembre, certains ont lancé sur Twitter le mot #je suis circonflexe. La bataille peut recommencer. C'était Cassandra et Mylène. Nous nous retrouvons pour un deuxième point culture avec Camille Stella et Aline Hoffman. Bonjour Imen, notre sujet de la semaine concernera les jeunes sapeurs-pompiers, souvent appelés par leur diminutif JSP. Mais dis-moi Camille, qui sont-ils et que font-ils ? Les jeunes sapeurs-pompiers, volontaires et passionnés, suivent une formation qui comprend 4 niveaux. Les 3 premières années de leur formation servent principalement à leur inculquer les valeurs du sapeur-pompier, c'est-à-dire l'esprit d'équipe, la discipline et le respect. De nombreux cours et diplômes sont alors requis. En effet Camille, et lors de leur dernière année, les jeunes sapeurs-pompiers vont apprendre à maîtriser en plusieurs étapes le déroulement d'une intervention de A à Z, ainsi que de divers sauvetages et manipulations qu'ils devront pouvoir exploiter en cas d'accident. Aline a procédé à une interview de 2 JSP scolarisés ici au lycée Georges Imbert qui trouveront certainement mieux les mots que nous. Écoutons-les. Je suis en présence de Quentin et de Nathan, tous deux jeunes sapeurs-pompiers depuis un certain nombre d'années. Et alors justement, depuis combien de temps êtes-vous dans l'univers des JSP ? 6 années de JSP et une année de sapeur-pompier. Et Nathan ? 6 ans de JSP. J'imagine qu'il y a une raison derrière votre implication et donc, comment vous est-il venu à l'idée de participer à une telle activité au final si peu commune ? Par passion et ma famille est pompier, la plupart des personnes. Quentin ? J'ai voulu devenir pompier parce que mon grand-père il était déjà et parce qu'on apprend plein de valeurs et c'est cool. Et alors, qu'est-ce qui vous motive ? Pourquoi êtes-vous jeune sapeur-pompier ? Pour sauver des vies, parce que c'est quelque chose de beau dans ce métier et de noble. En effet, Quentin. Et Nathan, j'imagine que vous participez à de divers cours et formations. Quand se déroulent-ils ?
Nos formations se passent un week-end sur 2, sauf pendant les vacances. Pendant 4 ans ou 5 ans, ça dépend à l'âge qu'on commence. Et au final, est-ce que vous comptez devenir pompier professionnel? Moi, je compte rester volontaire parce que professionnel, ça demande trop d'engagement au niveau social et on peut pas avoir une vie sociale ou avec la famille, construire une famille ou n'importe. Et toi, Quentin, que comptes-tu faire? Je compte rester sapeur-pompier volontaire. Devenir professionnel, c'est une voie de secours, mais c'est une vie difficile. Et pour terminer, que voudriez-vous dire aux autres jeunes pour les motiver à participer à une telle activité? Ça nous apporte des valeurs et on apprend beaucoup de choses qui nous serviront. C'est une deuxième famille, c'est une passion, on fait des rencontres et ça nous permet de maîtriser les gestes de secours en cas de besoin, c'est toujours utile. Merci beaucoup pour vos réponses. À toi, Camille. Les JSP, un investissement fort admirable grâce auquel nous pouvons nous sentir en sécurité. Encore merci à nos JSP et à la semaine prochaine, Camille. À la semaine prochaine. C'était Ali Hoffman et Camille Stella pour un point culture. Sujet local, actualité sportive avec IAB. Sarre-Union a malheureusement perdu son match contre Lorient 4-0, mais Lorient est une équipe avec un niveau plus élevé que Sarre-Union. Dès le départ, on pouvait se douter que Sarre-Union n'aurait pas pu gagner contre Lorient. Mais Sarre-Union s'est surpassé à ce match. Ils feront peut-être mieux l'année prochaine. Ils sont tout de même allés loin dans cette Coupe de France. Comment as-tu trouvé le match? C'était un peu ennuyant. Parce que dès qu'ils commençaient à se prendre les 2 premiers buts, plus personne n'était intéressé par le match. Comment étaient les supporters de Sarre-Union après le match? Il y avait des supporters qui étaient malgré tout heureux, des autres qui étaient en train d'insulter les supporters de Sarre-Union. Tu t'es bien placé pour voir le match? Non. Si, je voyais entre les bras des gens quand même. L'actualité sportive avec Carole et Sarah. Le Racing Club Strasbourg-Alsace, plus couramment appelé Racing ou RCSA, est un club de football français fondé en 1906 sous le nom de FC Neudorf, qui est le nom du quartier strasbourgeois. Le président actuel est Marc Keller et l'entraîneur est Jackie Duguay-Perrault. L'équipe joue en national. Elle se qualifie 2e du classement, devancée par Marseille Consolat. Le prochain match du Racing se déroulera à la Méno, donc à domicile le 4 mars contre Épinal. Nous sommes de tout cœur avec eux. Strasbourg-Ilkirch Grafenstaden, basket, plus souvent appelé SIG, est un club de basketball français fondé en 1928. Depuis 2010, le club évolue dans la salle d'Uranus, présidée par Martial Belon. La talentueuse équipe était qualifiée pour participer au championnat de la Leader Cup, mais malheureusement, elle a perdu en demi-finale face à Monaco. La SIG, qui joue en Pro A, est en tête du classement avec un taux de 70% de réussite. Et elle disputera son prochain match le 27 février contre Cholet à 20h. Nous espérons une victoire de plus. Pour compléter les propos de nos 2 journalistes, une interview de M. Oberlé, prof de PS du lycée Georges Imbert. Pourquoi 30 personnes sont derrière le club alors qu'il n'est qu'en national? Alors la question est intéressante parce que donc, le club a connu un redressement judiciaire avec une liquidation judiciaire. Donc on est reparti du 5e niveau national et à ce niveau-là, normalement les clubs font 200-300 spectateurs. Nous, en moyenne, on avait déjà 8000 spectateurs parce qu'il y a un réel engouement des Alsaciens pour le Racing d'une part. C'est comme si dans l'Alsace, tu as la cathédrale, le Mont Saint-Odile, la choucroute et puis le Racing. Ça appartient à tout le monde. Et même si tu avais l'émergence d'autres clubs comme Colmar, il y avait des gens du Haut-Rhin qui venaient toujours au Racing parce qu'ils restent viscéralement attachés au Racing. La deuxième explication est liée à la nature des repreneurs. Et là, la nouvelle équipe qui a été mise en place sont donc les frères Keller. Et les Alsaciens leur donnent, je pense, à mon avis, un petit bonus. Donc aujourd'hui, on a quasiment 15 000 spectateurs de moyenne à la Méno. Qu'est-ce que vous pensez de l'équipe et du club? Le plus grand bien. Alors cette année, par rapport à la saison, l'équipe est bien armée pour remonter. Simplement, chaque match est très difficile parce que comme on est un club de Ligue 1 qui s'est retrouvé dans la difficulté, donc sur chaque match, c'est un véritable match de coupe qui est très difficile. Et quand on se déplace chez l'adversaire, c'est un peu le match de l'année, donc les adversaires font des matchs meilleurs que ce qu'ils font d'ordinaire. Et est-ce que c'est vrai que le club a été racheté par la région Alsace? Alors non, la région Alsace est un grand soutien, c'est un partenaire privilégié pour le club. Il ne faut pas dire que ce soit la région Alsace qui a racheté le club, puisque donc, Marc Keller est venu avec ses 11 co-actionnaires.
La ville de Strasbourg est partie prenante du projet, la région Alsace, tout le département, tout le monde est derrière ce projet-là. Merci, monsieur Wade. De rien. Actualité internationale, fin des hostilités en Syrie avec Lucie et Thibaut. Washington et Moscou ont présenté lundi 22 février un plan conjoint avec une cessation des hostilités en Syrie qui doit prendre effet dans la nuit du 26 au 27 février à minuit. En dépit de l'espoir suscité par cet accord, ses chances de succès sont encore jugées fragiles. L'accord a été présenté comme un pas important vers la fin de l'effusion de sang en Syrie par le président russe Vladimir Poutine lors d'une conversation téléphonique avec son homologue américain Barack Obama. La priorité désormais est de garantir des réponses positives de la part du régime syrien et de l'opposition armée. Dans une rare et solennelle allocution de la télévision russe, Poutine a expliqué que les deux puissances doivent mettre sur pied un mécanisme d'effet de contrôle du respect de l'accord. C'était Thibaut et Lucie. En lien avec la fin des hostilités, un propos apporté par Hugo, un récent attentat de Homs. Alors que Washington et Moscou poussent pour la mise en place d'un cessez-le-feu qui reste très incertain, plus de 150 personnes ont été tuées dans une série d'attentats revendiqués par l'État islamique. Homs, troisième ville du pays, a été frappée par un attentat dimanche avec 59 morts. Selon une ONG, l'Observatoire syrien des droits de l'homme, un double attentat djihadiste a eu lieu près d'un sanctuaire chiite au sud de Damas, faisant 120 morts selon l'OSDH. Actualité nationale avec Thomas et Jennifer. La jungle de Calais, aussi appelée camp de la Lande 2, est une expression désignant les camps de migrants et de réfugiés installés à partir des débuts des années 2000 à Calais. Plusieurs fois démantelés par les forces de l'ordre, ces camps de fortune voient leur population fortement grossir à la suite de la fermeture du centre de Sangatte en 2002 et la crise migratoire européenne. Situé dans une petite forêt à proximité du port de Calais, le camp principal de la jungle abriterait environ 1500 personnes. La plupart sont des migrants qui tentent de pénétrer sur le territoire du Royaume-Uni en passagers clandestins. Parmi les migrants de la jungle se trouvent des réfugiés et des demandeurs d'asile, essentiellement en provenance d'Afghanistan, du Darfour, de Syrie, d'Irak. Ces camps ont notamment provoqué des problèmes de sécurité et d'insalubrité publique. La jungle de Calais devient un enjeu politique majeur à l'approche de la présidentielle de 2017. C'était Jennifer et Thomas. Sujet d'économie. Un vol Paris-New York à moins de 200 €. Est-ce que c'est possible? Réponse avec Alanis et Benjamin. C'est une offre qui va ravir les voyageurs. La compagnie aérienne low cost norvégienne va proposer des vols en direction des États-Unis à partir de 179 € seulement. Dès la fin du mois de juillet, la compagnie proposera 4 vols de Paris à New York par semaine à partir de 179 € seulement. Los Angeles et Fort Lauderdale, qui se situent à une quarantaine de kilomètres de Miami, seront également desservis avec là encore des prix extrêmement bas. Même si l'offre est attirante, les passagers ne pourront emporter qu'un bagage cabine de 10 kg maximum et n'auront pas de repas à bord. En effet, pour enregistrer un bagage en soute et avoir un plateau repas, il faut compter un supplément de 70 €. Ce n'est pas la première fois que la compagnie décide de casser ses prix. L'offre de la compagnie norvégienne reste toutefois assez modeste. Seuls 7 vols par semaine seront mis en vente dès le 29 juillet prochain, soit quelques 212 000 sièges au total sur la première année d'exploitation, ce qui n'est pas énorme par rapport aux 6,5 millions de passagers qui voyagent annuellement entre Paris et les États-Unis. Ces prix compétitifs sont un véritable coup dur pour les compagnies traditionnelles. L'une d'entre elles, la Lufthansa, a lancé Eurowings, une sorte de sous-compagnie qui propose de longs voyages à bas prix. C'était notre 4e émission. Merci d'être fidèles et à la prochaine.